Mes amis, comme vous le voyez, je suis de retour à Paris. Alors, je garde mes lunettes pour suivre le timing. Je vais vous faire un quart d'heure d'explication sur l'identité française, l'Europe, l'islam, parce que tout au long de l'année dernière, j'ai vécu avec une certaine usure que vous connaissez, puisque j'ai décidé à un moment donné de jeter les gants sur le courrier des stratèges, en tout cas sur la formule telle qu'elle existait, usée par des commentaires de gens qui ne connaissent pas la France, mais qui se sentent obligés d'expliquer ce qu'est son identité et de l'expliquer avec péremption, comme on dit, de façon extrêmement cassante, de façon très intolérante et souvent de façon très agressive. Alors, ça m'a usé, donc je me suis dit quand même, avant d'attaquer l'année 2025, 2026, la nouvelle saison, en quelque sorte, je vais faire une espèce de vidéo bilan pour m'adresser à ceux qui s'estiment détenteurs de l'identité française et qui sont généralement parfaitement ignorants de ce qu'est la France. Et donc, je vais leur parler de mon voyage en Sicile, avec peut-être quelques autres voyages, et je vais vous diffuser en même temps des images que j'ai tournées en Sicile pour illustrer mon propos et pour vous montrer que très souvent, ceux qui parlent de France, qui expliquent ce qu'est la France est incompatible avec l'islam, ça ne peut pas être une puissance européenne, sont des gens qui ne comprennent rien à ce qu'est la France et qui sont généralement, dans le meilleur des cas, des ignorants, parfois des gens que je trouve malhonnêtes. Alors, vous le savez, j'ai été un peu, on va dire, harponné sur les réseaux sociaux parce que j'avais fait un débat avec Thierry Messant et Édouard Husson, je crois que c'était autour du mois de février, sur la dimension européenne, la vocation européenne, le destin européen de la France, et j'avais été un peu perplexe de découvrir que et Édouard Husson, qui est historien, et Thierry Messant, qui se prétend politologue, m'avait expliqué que la Pologne, ce n'était pas un sujet pour la France et que la France n'avait pas à s'occuper de ses voisins européens, elle pouvait vivre sans eux et les laisser complètement tomber. Et là, je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre cet alignement mot pour mot sur les positions de Trump et de Poutine qui ont tous les deux intérêt à ce que la France ferme son clapet et n'existe plus en Europe. Et j'ai été aussi étonné de voir que des gens qui se prétendent souverainistes sont capables de défendre une position qui est un suicide collectif pour la France, qui est la disparition programmée de la France dans les relations internationales. Alors, pour réagir à ça, j'ai décidé de prendre le sujet sereinement et d'éclairer avec des images qui viennent de Sicile. Alors avant de vous les projeter, je vous explique pourquoi il y a 8 minutes d'images, je vais essayer de tenir. Je vous explique pourquoi la Sicile, parce que plein de gens vont me dire, mais la Sicile, quel est le rapport entre la Sicile et la France? Et là déjà, on mesure l'état d'ignorance, c'est même pas profond, mais c'est crasse de tant de Français qui se croient capables de parler de la France et qui ne connaissent rien à la vocation européenne de la France et à la relation naturelle, parfois compliquée, hein, et certainement pas simpliste, mais à la relation naturelle que la France et l'Europe ont toujours nouée avec l'islam depuis que l'islam existe, notamment à travers la Méditerranée. Alors, je vais faire tout en résumé, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'histoire de la Sicile, je vais essayer de vous résumer et la question de l'islam, du monde arabo-musulman lié à la Sicile, et la question de la France, de la Sicile, de l'islam, de l'Europe, à travers quelques événements que peu de gens connaissent au fond, alors qu'ils sont fondamentaux. Premier point, je rappelle que la Sicile, c'est cette île qui est au sud de la botte italienne, au sud-ouest, qui est très proche de la Tunisie, et la Sicile, elle a été très tôt occupée par des Grecs. Dès l'an 700, 800 avant Jésus-Christ, les Grecs constituent des colonies grecques en Sicile, ce qui explique la relation historique particulière de l'île sicilienne avec l'archipel grec au sens large. On ne va pas chipoter sur les détails. Ensuite, donc la Sicile va être le théâtre, lorsque l'Empire romain reprend possession de la Sicile, en chassant les Grecs, ou en tout cas en chassant le pouvoir politique et militaire grec, lorsque l'Empire romain reprend possession de la Sicile va être le théâtre d'affrontements entre les Carthaginois, qui sont des Phéniciens, qui sont souvent des Numides, c'est-à-dire des Libano-africains, comme on dirait aujourd'hui, qui envahissent la Sicile pour ensuite envahir Rome. Et finalement, c'est Rome qui gagne et qui écrase Carthage
à travers les guerres puniques. On ne va pas s'attarder sur ce sujet, simplement il faut rappeler que l'arrivée de migrants, l'arrivée d'envahisseurs depuis les côtes tunisiennes, sur les côtes siciliennes, sur les côtes italiennes, c'est pas quelque chose qui date de George Soros, même si George Soros prend sa part, je ne la nie surtout pas, mais le phénomène ne date pas de George Soros, il date d'il y a 2200 ans, 2300 ans. Donc tout ça n'est pas nouveau. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre, c'est l'Empire romain d'Orient qui prend le dessus et qui va reprendre le contrôle, garder le contrôle de la Sicile jusqu'à environ l'an 800. On va dire ça comme ça, l'an 820-830. Rappelons-le, nous, souvent ignorants, nous pensons, donc je vous parlerai un de ces quatre de Charlemagne et d'Aix-la-Chapelle, mais souvent nous, ignorants, pensons que l'Empire romain, ça se termine en l'an 500, à peu près 478 de mémoire, la prise de Rome par Odoacre. C'est du pipeau, l'Empire romain vit 1000 ans de plus. L'Empire romain ne s'est effondré qu'en 1453 et sa capitale était Constantinople, que les Turcs qui prennent Constantinople prononcent Istanbul. Si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi, mais redisons-le, la principale ville de Turquie n'est pas Istanbul, c'est Constantinople. Istanbul, c'est la prononciation turque de Constantinople. Et donc, l'empire de Constantinople, qui est le vrai empire romain, va durer jusqu'en 1453, 1000 ans de plus que l'Empire romain d'Occident. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc, je reviens, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi le tsar, pourquoi un Poutine s'imagine successeur de l'empereur romain. Si ça vous intéresse, j'y reviendrai. D'ici là, je reviens à mon histoire de Sicile parce que le temps passe. Donc, vers l'an 600, les Byzantins, les Constantinopolitains reprennent le contrôle de la Sicile et il y a des guerres fratricides entre eux parce que c'est compliqué de contrôler un aussi grand empire, surtout à cette époque. Et les Byzantins se révoltent contre l'empereur, les Byzantins de Sicile, et appellent à leur secours des mercenaires arabes, musulmans, qui viennent de Tunisie et qui vont profiter de cet appel à l'aide pour prendre possession de l'île, la coloniser et l'islamiser. Et donc, on va dire qu'entre l'an 850 et l'an 1000, pour aller vite, la Sicile fait l'objet d'une islamisation. Je vous montre tout de suite les images, par exemple, de la cathédrale de Palerme, à ne pas confondre avec la cathédrale de Monréal, et on va y venir. La cathédrale de Palerme a été construite sur les restes d'une mosquée qui elle-même avait été construite sur la première basilique paléochrétienne, que les musulmans qui ont occupé la Sicile autour de l'an 900, pour aller vite, on ne va pas chipoter sur les détails, entre l'an 900 et l'an 1000, pour aller vite, les musulmans décident de transformer cette église en mosquée. Et lorsque les musulmans sont battus finalement, on va y venir par les Normands, et bien les Normands transforment cette mosquée, qui elle-même était une église transformée, la retransforment en cathédrale, avec cette particularité que cette cathédrale, qui va être construite sous l'égide du roi normand Roger II, cette cathédrale va mélanger les styles normands et les styles arabes et byzantins, alors surtout arabes et normands. On va venir ensuite à la chapelle palatine de Palerme tout de suite, mais tout ça pour vous dire que en Sicile, on mesure combien sont imbriqués les apports culturels des Normands français, des musulmans et des Grecs. Et comment, au fond, la cathédrale de Palerme, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la chapelle palatine du Palais des Normands de Palerme et avec la cathédrale de Monréal, et cet ensemble fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et bien dans ces trois bâtiments, on retrouve un mélange de styles arabes, musulmans, européens, normands, européens, grecs, byzantins. Les Normands, c'est qui? C'est des Vikings qui sont arrivés en France vers l'an 850, au moment où l'empire de Charlemagne se décompose. Vous savez qu'en l'an 814 a lieu le traité de Verdun, est signé le traité de Verdun qui règle la succession de Charlemagne et qui divise l'empire en trois parties qui vont donner naissance plus tard à l'Allemagne, à la Bourgogne, Pays-Bas et à la France.
et la France est affaiblie à cette époque. Et vers l'an 850, des Norvégiens, des Danois viennent prendre possession de la Seine, le fleuve Seine, brûle Rouen, brûle l'abbaye de Jumièges. Et finalement, le roi de l'époque décide de traiter avec eux et signe en 913 de mémoire le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui prévoit 3 choses. Donc ça fait 70 ans que les Normands sont des immigrés, des envahisseurs, hein, des conquérants, des grands remplaceurs, si vous voulez. Et ces Normands, qui sont des Suédois, enfin des Scandinaves, ces Normands signent un traité avec le roi de France qui leur dit, bien, je vous intègre, je vous régularise, je vous donne des papiers, vous devenez français à condition de devenir chrétien et à condition de nous protéger contre d'autres invasions vikings. Et ça, c'est une très grande force de l'Ancien Régime. Là aussi, j'ai vu pendant toute une année des âneries monumentales sur l'histoire de l'Ancien Régime en France, choisis par Dieu, enfin tout un pipeau ridicule. Les rois de France étaient des gens souvent très intelligents, très attachés à l'intérêt général, et lorsqu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre leur ennemi, eh bien, ils traitaient avec lui et puis ils prenaient des mesures d'exception. Et donc, au tournant de l'an 900, la couronne de France décide que les Vikings deviennent français, non pas au titre du droit du sang, ni au droit, mais au titre du droit du sol, c'est qu'ils occupent une région et le roi décide de transformer cette région en duché de Normandie, avec un duc de Normandie qui va être un certain Rollon au début, qui signe au titre des Vikings le traité de Saint-Clair-sur-Epte, et ces gens vont devenir français et vont exporter une certaine image de la France. Ils vont l'exporter en Angleterre, puisque vous le savez, Richard va occuper, Guillaume le Conquérant d'abord, va occuper l'Angleterre, et ce qui fait que l'Angleterre va au fond devenir un royaume français. Hein. On pourrait longuement discuter de cette affaire, mais ce sont des Français qui envahissent l'Angleterre, des Français vikings, des Normands, et les mêmes Normands vont se projeter dans le sud de l'Italie. Ils vont notamment envahir les Pouilles, ils vont envahir Capoue, et ils vont envahir la Sicile à la demande des musulmans qui ne parviennent plus à tenir la Sicile. Les musulmans qui occupent la Sicile, qui ont islamisé la Sicile, se divisent, ils n'arrivent pas à tenir l'île, ils appellent les mercenaires normands à leur secours, et comme ça arrive souvent, les mercenaires vont en profiter pour prendre le pouvoir et transformer cette région en royaume. Alors je ne vous fais pas le détail de l'histoire du royaume de Sicile, je ne vous explique pas aujourd'hui comment Roger II a été intronisé roi de Sicile par le pape, notamment par un pape, un antipape, etc. On passe là-dessus, je vous dis juste que le premier roi de Sicile, normand, à Roger II de Hauteville, alors on ne peut pas faire plus français, Roger II de Hauteville va inventer un modèle d'intégration. Et au lieu d'écraser ses victimes, si j'ose dire, les vaincus que sont les musulmans, il va créer, je vous montre la chapelle palatine de l'Empire de Roger II, au cœur de Palerme. Il va mélanger le travail des artisans musulmans, le travail des artisans grecs, le travail des artisans juifs sur place, pour le travail des architectes, des artisans normands, mais surtout des architectes normands. Il va mélanger tout ce travail pour faire un style qu'on appelle arabo-normand, et il va établir une gouvernance avec des lois qui limitent la liberté religieuse des musulmans, mais qui les intègrent, et il va diriger le pays. Alors, Roger II est un personnage passionnant, et il va diriger le pays, notamment avec des bureaucrates musulmans, des bureaucrates grecs qui sont beaucoup plus avancés dans la maîtrise de la technique administrative que les Normands eux-mêmes, qui sont des guerriers, et des guerriers, c'est une tribu. Voilà. Et donc, Roger II va inventer un modèle d'intégration. Je ne fais pas aujourd'hui l'apologie de l'intégration. Je veux simplement dire que si la Sicile est aujourd'hui mondialement connue, c'est grâce à ce patrimoine apporté par des Français qui ont su utiliser intelligemment l'identité musulmane, islamique, l'identité grecque, l'identité hébraïque, pour créer un royaume florissant. Le petit-fils de Roger II, Guillaume II, va lui faire bâtir la cathédrale de Monréal, qui est une splendeur avec 6500 mètres carrés de mosaïque en or. Et là aussi, la reprise en plus grand par rapport à la chapelle palatine, la reprise de la technique du grand-père Roger II, c'est-à-dire le mélange des cultures musulmanes
et des cultures grecques, et des cultures occidentales, on va dire ça comme ça. Et tous ces gens ont eu l'intention de bâtir un royaume qui unissait tout le monde, qui était dominé par les catholiques, mais qui au fond était respectueux de toutes les cultures et cherchait l'efficacité, notamment l'efficacité collective, avant de vouloir juger, stigmatiser, disqualifier Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Je voudrais dire ça parce qu'au fond, si la France est grande, si la France a un rayonnement mondial, nous sommes héritiers de ce rayonnement mondial, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous ne pouvons pas jouer aux petits-enfants ingrats qui dilapident l'héritage des grands-parents. Si la France sait tout ça, c'est d'abord parce qu'elle a su composer avec la réalité, notamment la réalité de la Méditerranée, avec la réalité des Vikings, avec une réalité plurielle, et qu'au fond, elle a su en tirer parti pour faire quelque chose qui dépasse les traditions nationales ou les fermetures d'esprit. C'est cette ouverture d'esprit qui fait la force de la France, qui fait son rayonnement. Alors moi, je ne condamne absolument pas, je tiens à le dire, ceux qui disent « mais non, la France doit vivre dans son coin ». Mais de grâce, ne nous faites pas croire que c'est l'identité française. Ça c'est un repli sur soi qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes et qui n'a rien à voir avec le redressement national. Le redressement national a toujours procédé d'une compilation de ce qu'on appelle un syncrétisme entre des traditions très diverses et entre les meilleurs de ceux qui étaient là pour aller de l'avant et pour rayonner plus. Voilà ce que je voulais dire. Juste, je le redis, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Substack qui me permet de m'exprimer autrement que sur le Courrier des Stratèges, qui par ailleurs lui continue sa vie. Et puis rendez-vous régulièrement, c'est la reprise, donc on va reprendre les rédactions régulières. Merci beaucoup mes amis. Thank you.